vidéo, ben, vous coupez vos micros et vous coupez vos caméras. Hop. Allez, on va y aller tranquillement. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer qu'on voit bien l'écran avec bloc opératoire, ce que vos logiciels ne vous disent pas, mais devraient? Qu'on soit certain qu'on parle tous de la même chose. Webinaire sur les indicateurs du bloc opératoire. J'ai fait ça l'autre fois je me suis inscrite. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour à tous donc, et merci de vous connecter aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous devez déjà me connaître peut-être un petit peu. Donc moi, c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento. Et donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons nous pencher sur une question qui est cruciale, c'est donc pourquoi est-ce que nos logiciels utilisés au bloc nous empêchent-ils de faire progresser notre organisation? Nous savons tous que le bloc, c'est un environnement qui est complexe, il réunit beaucoup d'acteurs, il y a des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, des brancardiers. Il mobilise un matériel qui est coûteux et il est soumis à des contraintes de temps très fortes. Des retards, une mauvaise synchronisation ou un manque de matériel peuvent assez rapidement entraîner d'énormes perturbations, du stress et finalement également des coûts importants. L'objectif aujourd'hui est de voir comment les données peuvent être utilisées pour améliorer la planification, la coordination et la performance globale du bloc opératoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se consacrer 1 heure. Je vais essayer de tenir sur un format de 45 minutes sur la présentation des différents éléments que j'ai préparés. Et puis, on gardera 10 à 15 minutes à la fin pour pouvoir échanger tous ensemble sur des particularités que vous pourriez avoir au bloc opératoire ou sur des questions un peu spécifiques. J'ai commencé mon webinaire avec une petite phrase d'introduction qui est attribuée à Einstein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, cette phrase résonne relativement en moi quand je pense au bloc opératoire. Donc, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et donc, vous allez assez rapidement pourquoi je vous dis ça dans le cours du webinaire. Donc, on va aborder en fait ensemble un sujet sensible mais essentiel, le chaos organisationnel au bloc opératoire. Je vous parle aujourd'hui avec le recul de plusieurs centaines d'entretiens que j'ai menés auprès des blocs opératoires dans des contextes très variés. J'ai rencontré des structures publiques, des structures privées, des grands groupes hospitaliers, des petits CH, des gros CHU. J'ai échangé avec des directeurs généraux, des cadres, des chirurgiens, des contrôleurs de gestion. J'ai vu un peu tout le panel en fait des acteurs mobilisés sur le bloc opératoire. Et donc, moi, c'est évident que je ne suis pas médecin et je ne me permettrai jamais d'expliquer à qui que ce soit ce qu'il doit faire entre l'incision et la fermeture du patient. En revanche, tout ce qu'il y a autour de l'organisation, là, ça touche mon métier et je suis beaucoup plus légitime pour pouvoir en fait en parler avec vous. J'ai une conviction qui est très simple. Les données produites au bloc opératoire et donc exploitées ne sont pas. Ça peut sembler un peu prétentieux. J'ai ma responsable financière qui me trouve assez peu humble quand j'en parle et quand je l'affirme. Mon associé me trouve assez autoritaire. Mais pourtant, je vous l'affirme parce que depuis 10 ans, je crois n'avoir vu que 2 ou 3 établissements, en plus donc des utilisateurs de Performance Block, qui produisent des indicateurs qui sont réellement fiables sur l'activité du bloc opératoire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux indicateurs? Les indicateurs, ce n'est pas une fin en soi. Dans un monde idéal, on saurait même s'en passer. Cependant, le bloc opératoire, c'est un lieu qui est très particulier. Il y a des profils différents qui y travaillent, les chirurgiens, les infirmiers, etc. Au milieu de tout ça, on a un patient qui exige la meilleure prise en charge possible. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse sortir dans les meilleures conditions possibles de ce bloc opératoire. Et puis surtout, en fait, il est impossible de gérer un bloc opératoire comme on pourrait le faire d'une entreprise de 3 salariés. La coordination et l'anticipation sont cruciales sur ce plateau technique qui peut rassembler 20, 30, 40, 100, 150, 200 personnels en fait différents sur le plateau. Et donc, vous ajoutez à tout cela la souffrance au travail, la santé financière de l'établissement, l'association de soignants, de médicaux et d'administratifs, vous comprenez à quel point la pagaille peut s'installer assez rapidement. Donc, on dit que l'hôpital va mal, mais on ne sait pas trop dire depuis quand et pourquoi. Et fixer une date précise, c'est assez complexe, mais on peut quand même noter quelques grands jalons qui vont permettre en fait d'expliquer par la suite ce problème de qualité de données. Dans les années 80, on a eu en fait la démographie médicale qui a commencé à se tendre avec le numerus clausus qui était restrictif. Dans les années 2000, on a vu se mettre en place la tarification à l'activité et il y a eu la loi HPST qui a renforcé la logique économique et la pression pour faire plus d'actes. Dans les années 2010, là, on a commencé à rencontrer des problèmes de pénurie de personnel,
en particulier sur le bloc opératoire, ce qui a renforcé le sentiment de désorganisation. Et puis enfin, dernièrement, on l'a tous subi d'une manière différente. Il y a eu la crise du Covid-19 qui là a très clairement mis en lumière des fragilités déjà existantes, manque de ressources, retard de soins, tension sur le personnel, intérêt en fait du travail, reconnaissance, différents points qui ont fait en fait depuis 2020, qui ont provoqué une réelle bascule sur l'intérêt que peut représenter la santé, le métier d'infirmier au bloc opératoire en particulier. Donc, dans ce contexte, les données du bloc devraient être un levier pour pouvoir anticiper et gérer les contraintes en offrant une vision claire de l'activité. Des métriques fiables sont indispensables pour prendre de bonnes décisions et aider l'hôpital à retrouver un fonctionnement efficace et durable. Et donc, il y a un travail important qui a été mené par la MEA, donc qui a été créée en 2003 et qui est ensuite devenue l'ANAP en 2010. Et donc, dès 2006-2007, la MEA a diffusé ses premiers référentiels d'organisation du bloc opératoire avec des indicateurs clés. Et donc, ces travaux sont poursuivis et élargis via l'ANAP. Pourtant, après plus de 20 ans, la situation, elle a fait qu'empirer. Le manque de personnel est constant. On tente aujourd'hui d'embaucher à tour de bras au bloc opératoire, alors qu'on devrait peut-être déjà chercher à fidéliser les équipes en améliorant les conditions de travail. On parle de manque de moyens et de manque d'argent de façon chronique. Il suffit de regarder les infos, de les suivre en fait sur son téléphone, voir un peu les actus. On parle de manque d'argent de façon en fait permanente. Pourtant, moi je connais un établissement qui a un déficit aujourd'hui de 47 millions d'euros en fait en cumulé. Cet hôpital ne va pas fermer, il ne va pas mettre tout le monde à la porte, il ne va pas en fait ne pas prendre de patients. Alors oui, il va rencontrer des contraintes financières, mais en fait, l'argent, quelque part, est un faux problème. D'autant plus que si on cherche à recruter des équipes au bloc opératoire qui manquent, là, en fait, on trouve assez rapidement les finances pour le faire. Donc oui, il y a une contrainte financière, mais finalement, à côté, on a quand même de la tarification et d'activité. On a une France qui vieillit, on a une démographie qui continue à augmenter. Donc, des patients opérés, il y en a, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre bout à bout pour arriver à faire en sorte que, au global, tous les établissements puissent avoir une bonne santé. Donc, moi, dans la plupart des hôpitaux que j'ai rencontrés, je me rends compte qu'ils ont quasiment tous fait des audits. Et en fait, personne n'a vraiment été surpris des résultats qui ont été proposés par l'audit. En réalité, vous savez déjà tous quel mal vous ronge, parce que vous êtes au cœur de la machine. Et donc, ces audits aboutissent bien souvent à la conclusion d'un problème de gouvernance. On dit qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion et qu'il y a un flou sur les rôles et les tâches. Si on prend le plan médical, tout est généralement très clair en fait à l'hôpital. On sait qui décide, qui est légitime, et on fait confiance au diagnostic du médecin. Et on a tout à fait raison de le faire d'ailleurs. Mais sur le plan de l'organisation, il n'y a même pas de consensus sur un diagnostic de dysfonctionnement organisationnel, et finalement, personne ne peut prendre des décisions qui améliorent significativement la qualité de vie et de travail au bloc opératoire. Et pourquoi? Moi, mon sentiment, c'est parce que les données sont fausses. Une fois que vous avez présenté des chiffres qui sont inexacts, vous perdez la confiance de vos collaborateurs pour longtemps. Sans confiance dans les données, il ne peut pas y avoir de gouvernance efficace. Donc bien souvent, donc là, je noircis un peu le trait, je me répète, on a un problème de gouvernance, mais créer une gouvernance en soi, c'est pas si sorcier. On a juste des rôles, des tâches, des gestionnaires de tâches. Avec un tableau Excel, en fait, on peut mettre en place ça. Il suffit de distribuer les rôles. Mais finalement, cette gouvernance est totalement inefficace parce qu'on n'a pas des données qui permettent de faire des choix stratégiques, tactiques ou opérationnels, de prendre des décisions. Et en fait, les quelques personnes qui ont fait le choix d'être président de CME, chef de pôle, chef de service ou même cadre, et qui ont eu prendre des décisions et se sont retrouvés avec des données qui étaient fausses, en fait, ils se sont fait renvoyer dans leur 22 assez rapidement. Donc finalement, derrière, c'est très compliqué en fait de pouvoir garder cette stimulation et d'emmener tout le monde sur une démarche d'amélioration continue du bloc opératoire. Donc, c'est ce que j'explique à l'instant, c'est que depuis 20 ans, depuis les solutions qu'ont proposées la MEA puis la NAP, on produit des chiffres, on produit des données qui sont approximatives, qui créent une énorme défiance et une perte d'adhésion des équipes. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de prendre des décisions qui vont être efficaces à tous les niveaux, stratégiques, tactiques et opérationnels. Stratégique, on va dire que c'est la direction de façon générale. Tactique, on est sur un rôle un peu intermédiaire avec des directions et des chefferies de pôle. Et opérationnel, c'est qu'on est vraiment dans le cœur de la machine, sur le terrain, avec la régulation, avec les conseils de bloc, avec tout ce qui va être en lien avec le patient et les opérateurs. Or, pour prendre de bonnes décisions, il nous faut avant tout, donc, comme je le disais, des données qui sont fiables. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais tout ça, ce n'est pas de votre faute. Vous en faites pas. Si on savait que c'était votre faute, on n'aurait pas manqué en fait, de vous le dire depuis des années. Aujourd'hui, les méthodologies qui sont utilisées par les logiciels de bloc, par les DPI ou
par les solutions de BI que vous pouvez utiliser pour produire vos indicateurs, ou même pour faire en fait depuis un tableau Excel, vont vous proposer des indicateurs qui sont erronés. Et donc, c'est l'objet en fait de ce webinaire, c'est de vous montrer en fait toutes ces erreurs-là. Avant d'aller plus loin, Oui, oui, j'ai je vois. tenté Mais en l'exercice fait, de vous en poser effet, 5 c'est de la questions vérité. et pour voir un petit peu le ressenti en fait que vous pourriez avoir sur les indicateurs. Hop, et donc on va voir si ça fonctionne. C'est une première pour moi. Donc là, normalement, vous voyez apparaître un sondage, donc je vous invite à y répondre. Donc la question, c'est quelle phrase décrit le mieux votre ressenti sur la fiabilité des données fournies par votre logiciel de bloc? Vous y croisiez les yeux fermés, vous en contentez, vous avez déjà vu des écarts énormes, ou alors vous ne savez même pas en fait ce que signifient les indicateurs. Donc là, je vous invite à jouer le jeu assez rapidement, on n'est pas très nombreux, et puis en fait de voir ce que ça peut donner. Donc là, en fait, pour l'instant, j'ai tout le monde qui me répond la même chose. On me parle en fait que vous avez, tic tac touc, faut que j'aille sur la slide après, voilà. Que vous avez constaté des écarts énormes entre la réalité et les chiffres du logiciel. Donc aujourd'hui, c'est ce qui vous pousse bien souvent à piloter au doigt mouillé et En donc fait, à proposer en fait des chiffres en fait qui vont pas refléter réellement ce qui se passe au bloc opératoire et oui, finalement en fait à pas être capable d'objectiver les pratiques. Est-ce que, donc nouvelle question, est-ce que vous avez déjà vu des taux d'occupation supérieurs à 100 ou des créneaux fantômes dans vos rapports de bloc? Donc là, c'est une question que je vous pose pour comprendre finalement les aspects oui. méthodologiques, savoir en fait si, vous avez Oui, des contraintes oui. méthodologiques particulières sur vos indicateurs de bloc via les logiciels. C'est une des crises institutionnelles. Je ne sais pas si vous voyez la question apparaître? Si, ça y est. Mhm. Allez, encore quelques réponses pour la forme, ça me ferait plaisir. En fait, si, Donc la là, cellule d'équipe voilà ce française, qu'on me dit pour l'instant, c'est qu'on n'a que 2 réponses, mais je pense que ça correspond à pas mal de monde. Et on a répondu A ou B. Oui, on a déjà vu du 120. Oui, mais ça c'est rare et je passe vite dessus. Donc en fait, là, c'est ce que je vous racontais, c'est que sur le plan méthodologique, il y a des biais qui sont extrêmement importants dus au logiciel de bloc. C'est méthodologiquement impossible d'avoir un taux supérieur à 100. Un taux d'occupation de vacation ou un taux d'occupation de salle supérieur à 100 n'est méthodologiquement, enfin, c'est faux. Donc en fait, on sait déjà d'entrée de jeu qu'on va avoir des biais là-dessus. Hop, on va faire encore une petite question, après en fait, on va les passer. Hop. Donc, lorsque vous constatez un décalage entre les horaires réels ou les événements réels et ceux affichés par votre logiciel, qu'est-ce que vous faites? Vous corrigez vous-même, vous demandez à l'équipe de rectifier en temps réel, vous notez le décalage sans réagir, faute d'autant d'outils, vous fermez les yeux, vous avez d'autres urgences à traiter ou vous n'avez jamais remarqué de décalage. D'accord. Donc là, en fait, on me dit que vous corrigez vous-même ou que vous demandez à l'équipe de rectifier en temps réel. Donc ça, c'est un point qui est très important parce qu'effectivement, donc vous allez devoir passer un temps certain à corriger les données parce qu'elles ne sont pas fiables depuis votre logiciel de bloc. Mais malgré ça, vous avez passé sur un Non, paquet non, en non. fait, d'erreurs. Ces erreurs, ça peut être des chevauchements chronologiques, d'oscillité, enfin, peu importe, Oui. on verra par la suite. Mais il y a aussi des erreurs que vous n'allez pas voir en fait et qui sont liées à des aspects méthodologiques d'association des interventions. Et donc, on le verra par la suite. Je vais passer le sondage parce qu'en fait, on va y passer un temps fou et c'est pas l'objet aujourd'hui. Hop. Et donc, on va regarder vos problématiques au bloc opératoire. Aujourd'hui, moi, j'ai mené une petite étude sur l'ensemble de mes clients et en échangeant avec des prospects. Et en fait, on parle de problématiques récurrentes qui convergent vers le manque de personnel qualifié, donc manque d'IAD ou d'IBOD, des communications insuffisantes entre les équipes. On verra à quel point ça peut avoir un impact sur justement l'analyse de la cause racine et l'identification des problèmes, la surcharge de travail, de stress et les problèmes de coordination avec les autres services, donc la stérilisation, la radiologie, etc., ou le brancardage. Et donc, en bout de chaîne, cela, ça conduit à la fuite des équipes paramédicales. Donc, moi, c'est ce que je constate en fait régulièrement, c'est qu'on a besoin de 15 IA des IBOD et finalement, on se retrouve qu'avec 7, 8 ou 9 quand on a un peu de chance. On a une mauvaise ambiance de travail parce qu'on tire toujours sur les mêmes, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui se tire dans les pattes, parce qu'il y a une fois par semaine l'anesthésiste qui J'adore. échoue avec le chirurgien en fait, devant tout le monde.
on a une détérioration de la qualité de prise en charge. Et ça, c'est pareil, c'est très important. Moi, c'est des cas que j'ai rencontrés réellement. On a vu des blocs opératoires sur lesquels, en fait, il y a eu des décès à cause, en fait, d'un problème d'organisation. Donc, bien sûr qu'il y a des risques quand on va s'occuper d'un patient, mais en fait, qu'un patient ne puisse pas sortir vivant d'un bloc opératoire pour un problème d'organisation, de coordination, bah là, en fait, c'est des choses qui sont clairement évitables. Donc, bien entendu que c'est quelque chose qui est marginal, mais c'est en fait quelque chose qui arrive. J'étais allé sur le site de la TIH hier. Je crois en fait qu'il y a pas loin en fait de 200 à 300 en fait, décès au bloc opératoire. Et sur ces 200 à 300, en fait, bah, il y a tout un lot en fait, qui aura pu être évité. Et donc, au final, on a aussi un bloc qui est en mauvaise santé, donc mauvaise santé financière ou RH. Et donc, quant au conseil de bloc, ben, ça devient vite des moments qui sont stériles, où on fait le tour des indicateurs que plus personne n'écoute réellement. Et il n'y a plus de vision stratégique. Tout se décide dans l'urgence opérationnelle, faute de pouvoir anticiper. Donc souvent, bah, au bloc, on vise un saint Graal qui est trompeur. C'est la fameuse réallocation annuelle des vacations. Mais ce n'est évidemment pas la solution miracle. Vous devriez consommer vos indicateurs à minima à la semaine pour prendre des micro-décisions hebdomadaires capables de changer la donne au bloc. Chacun joue son rôle et s'attribue ses responsabilités légitimes. Mais pour y parvenir, et ben donc voilà, il vous faut des chiffres qui sont parfaits. Et donc le problème, ce n'est pas seulement une question de moyens. On l'a vu, la France a des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers qui sont compétents. Le bloc est au cœur de la santé économique de l'hôpital. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de dysfonctionnements? Parce que la gouvernance n'est pas appuyée par des indicateurs qui sont fiables. Donc, vous, depuis l'informatisation des blocs, bah, les hôpitaux ont adopté des logiciels dont la fonction est surtout administrative et documentaire. Elle n'est pas décisionnelle. Ces outils font quoi? Ils enregistrent des interventions, ils proposent des rapports à la marge, nombre d'interventions, des taux d'occupation, ok, pourquoi pas, et ils assurent la traçabilité dans le dossier patient. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne sont pas foutus de détecter des anomalies, donc les chevauchements, chronologie, exhaustivité, ce que vous corrigez vous-même, et d'associer les interventions délocalisées ou que se déroulent quand ce n'est pas prévu. Donc en fait, c'est quand on a un petit essai de ping-pong ou alors que j'ai une salle 2 qui avait besoin, j'avais besoin d'une salle plombée. Finalement, bah, j'ai un programme en salle 2, je suis allé en salle 3. Bah, ça, c'est pareil. Il faut pouvoir en fait faire la petite correction pour dire que les interventions ont été faites par la vacation qui devait être en salle 2, mais finalement en salle 3 pour avoir une bonne interprétation. Et donc, on cherchera à mettre en évidence les tendances ou les causes profondes. Si on a un taux d'occupation, mais on ne sait pas d'où viennent les retards ou les sous-utilisations, bah, on ne fera pas grand-chose. Donc, vous avez l'illusion de pouvoir piloter, alors qu'en fait, bah, vous ne faites que regarder des tableaux remplis d'indicateurs qui sont en plus potentiellement biaisés. Donc là, on arrive sur l'histoire des données fausses, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, je vais vous décrire ce qu'on a sur l'écran pour commencer. Donc là, c'est un planning. J'ai fait une copie d'écran en fait, d'un planning qu'on peut récupérer sur ma solution. Et donc, bah, j'ai une vacation d'urgence qui va de 15h à 18h qui est en rouge. J'ai une demi-vacation en orthopédie, donc en salle 2 du docteur Escambre, qui va de 8h à 13h30. Une demi-vacation qui enchaîne encore par l'ortho avec le docteur Fourreau de 13h30 à 18h. Une vacation complète de 8h à 17h pour la spécialité orthopédie. Et enfin, j'ai une vacation d'ORL qui va de 8h à 15h30. Et puis, bah, à côté de ça, j'ai des interventions qui sont un petit peu à droite à gauche et qui doivent être rattachées à des vacations. Et donc, on arrive sur des chiffres qui, quand je les prends depuis votre logiciel de bloc, me paraissent totalement saugrenus et quand ils sont produits avec Performance Block, sont justes. On va y aller étape par étape. La vacation du docteur Escande. Votre logiciel va vous décrire un taux d'occupation de 0%, alors que moi, je trouve 83%. Qu'est-ce qui se passe? Escande, on a vu qu'il devait avoir une activité en salle 2. Et donc, la méthodologie de la nappe, c'est en fait l'occupation d'une vacation est calculée en rapportant le temps effectif d'intervention réalisé pendant la plage horaire de cette vacation dans la salle qui lui est attribuée. Autrement dit, la vacation est souvent définie par un couple salle-créneau horaire. Donc, le suivi à nappe se fait en principe sur là ou les salles prévues pour la vacation. Et donc là, la salle prévue pour la vacation, c'est la salle 2. Et donc, bah, votre logiciel de bloc va faire cette mécanique de dire quelles sont les interventions qui ont été réalisées sur cette salle 2. Et donc, lui, il n'en voit aucune. Effectivement, il n'y a aucune intervention. Est-ce à dire que le docteur Escande n'a pas travaillé? Ben non, il a bossé pour le coup. Et dans la vraie vie, il a bossé en salle 4. La salle 4 était armée. Il a commencé son programme à 6h58, donc avec du débordement avant TVO. Il a eu un enchaînement entre la première et la deuxième intervention, pas Jojo. Il a plutôt bien enchaîné sur la troisième intervention et il finit à 13h25.
5 minutes avant la fin de son programme. Et donc moi, quand je mets bout à bout ça, donc mon taux d'occupation, je vais commencer à le calculer à partir de la borne 8 heures. Ce qui s'est passé avant, c'est du débordement avant TVO. Et donc, quand je prends en fait ce temps-là, plus ce temps-là, plus ce temps-là, j'arrive à un ratio de 4% d'occupation de vacation. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la salle en elle-même, j'en ai absolument rien à faire. Moi, je calcule mon taux d'occupation de vacation en me concentrant sur l'usage des équipes paramédicales. Peu importe où a eu lieu l'intervention, dans la salle prévue ou non, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer l'usage qui a été fait des RH qui ont été mises à disposition pour une vacation et donc pour une spécialité, une équipe ou un chirurgien. Et donc ça, par rapport à la littérature ANAP et par rapport à ce que propose votre logiciel de bloc, on arrive déjà sur une erreur qui est significative, très significative. Voilà, présente 0, alors qu'il y a 83%. Pour Fourreau, là, on tombe tous les deux sur 64%. Parce qu'effectivement, l'ANAP et votre logiciel rattachent la salle plus vacation. Et donc là, toute l'activité a été faite dans la salle. Donc, performance bloc comme le logiciel, là, on est d'accord. Et donc, le calcul s'arrête à 18 heures. Le reste étant fait en débordement après TV. Pour la vacation d'orthopédie, là, pareil, on arrive sur une différence qui est énorme. Il y a 32,7% d'un côté et 67,9% de l'autre. Pourquoi? Toujours pareil. Là, votre logiciel de bloc va prendre en considération l'intervention de 10h21, l'intervention de 11h24, l'intervention de 13h15. Elle ne va pas prendre en considération l'intervention de 17h parce qu'elle a eu lieu après le TVO. Donc, méthodologiquement, ça, c'est juste. Mais par contre, votre logiciel de bloc, via ce que propose la NAP, a oublié, n'a pas pris en considération que l'orthopédie avait d'abord commencé son programme en salle 1. Peut-être qu'on pouvait imaginer que la salle n'était pas armée. Peut-être qu'on pouvait imaginer qu'à 7 heures, le ciatique était en panne. Peut-être que la salle 1 est plombée, que j'avais besoin d'une salle plombée. Enfin, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est bel et bien l'équipe de l'orthopédiste qui était présente, même si elle n'était pas dans la salle prévue. C'est bien son équipe qui a été d'abord à 7 heures, puis à 10h21, puis à 11h27, 13h15. Et il y a également une intervention délocalisée qui est ici en urgence, qui a été faite par cette équipe-là. Donc, il faut la rattacher. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à un écart de l'ordre en fait, de plus de 30 points. On va prendre la vacation d'ORL et la vacation d'urgence. Parce que là, en fait, on arrive sur des choses qui sont assez croustillantes et qui deviennent un petit peu fin méthodologiquement. La vacation d'ORL, elle va de 8h à 15h30. Et donc, effectivement, 7h30 de 8h, je vais l'exclure de mon calcul. Donc, logiciel de bloc et performance bloc, on est d'accord. On prend en considération 8h, 9h32, plus 9h54, 10h21, plus 10h25, 12h54. La différence qu'il va y avoir, on voit qu'il y a une différence qui n'est pas énorme. On a à peu près 4 points de différence. La différence qui va se faire entre votre logiciel de bloc et performance bloc, c'est sur l'analyse de l'intervention qui était faite en urgence par l'ORL. Votre logiciel de bloc va considérer que cette vacation est rattachée à cette salle, cette intervention est rattachée à cette vacation, donc on va prendre le bout 15h12, 15h30 dans le calcul du taux d'occupation de vacation. C'est pour ça qu'en fait ici, j'ai un taux qui est supérieur au mien. Moi, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai l'équipe qui a fini son avant-dernière intervention à 12h54. Donc j'estime que là, elle est partie faire autre chose, peu importe. En tout cas, elle a prévu de finir sa journée aux alentours de 15h30. En tout cas, de ne pas être dédiée à la vacation. Or, on a une vacation d'urgence avec une équipe qui a été associée à cette vacation. Et là, j'ai bel et bien une intervention qui est en urgence. Donc, ça a beau être l'ORL, et c'est peut-être même bien le docteur Gagné qui a fait l'intervention, mais ce n'est plus la même équipe qui a fait le travail. Donc, finalement, moi, toute l'intervention de 15h12 à 17h40, ça rentre dans le programme, en fait, non pas d'ORL, mais de la vacation d'urgence non dédiée. Ce qui fait que j'ai 4 points de différence à peu près sur la vacation d'ORL et que j'ai aussi un calcul qui s'effectue sur la vacation d'urgence, qui n'est pas à 0%, mais qui est à 82,2% d'occupation de vacation. Et donc après, ce qui me permet d'avoir du hors TVO. Le hors TVO, c'est toute la salle 4 selon en fait ANAP logiciel de bloc. Et en fait, selon moi, j'ai pas du tout de hors TVO. Est-ce que vous avez tout suivi, tout compris, des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que je suis parfaitement clair. Moi, je me suis trouvé brillant sur cette partie-là.
Hop. Donc, on va continuer en faisant un petit focus désormais. On va faire un focus sur des données de pilotage et de décision. Là, en fait, on a regardé des taux d'occupation. Les taux d'occupation, ça me permet en fait d'avoir une idée des grandes tendances pour savoir en fait où le bas blesse et de savoir vers quoi je vais devoir en fait chercher un petit peu des informations en fait à creuser. Donc, je fais un focus là sur des fins précoces. Fins précoces, c'est des temps productifs qui m'intéressent beaucoup. Et donc, là, au global, par spécialité, eh ben, en fait, on voit des différences. En haut, c'est ce qui a été fait par le logiciel de bloc. En dessous, ce qui a été fait par Performance Block. Puis en fait, on voit des toutes légères différences. Et on peut estimer qu'elles ne sont pas si marquantes que ça. Le vasculaire, voilà, 7,5 pour nous, 5,9 pour eux. Cardio, 12,6 pour eux. Bon, en fait, peu ou prou, on n'est pas si loin que ça. Et c'est vrai que de manière macro, on n'aura pas toujours des grandes différences entre les taux d'occupation au niveau du bloc, au niveau des spécialités. C'est par la suite que ça va commencer en fait à piquer un petit peu. Donc là, c'est des chiffres que j'ai pris un petit peu tarte à la crème pour l'exercice, mais en fait, dans le cadre d'études plus approfondies que j'ai pu faire avec des clients, on peut voir des différences tout de même de l'ordre de 5 points. Mais on va rentrer dans le détail. Et donc là, on rentre dans le détail par opérateur. Là, je vois des différences un peu plus marquées. Mais pour le moment, je ne suis pas encore sur les données de prise de décision. Et je ne me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. Donc finalement, bon, bah, ok, pas encore très révélateur. Je vois des différences et je suppose que ça va avoir un impact. Mais vu que je ne vais pas prendre de décision uniquement sur ces données-là, je ne vois pas encore à quel point. Et en fait, là, moi, j'ai fait le choix de regarder par opérateur et par jour de la semaine. Et là, en fait, on va voir des choses qui sont assez importantes. Donc là, je regarde par opérateur et par jour parce que mon objectif, c'est de comprendre où se situe le souci et d'aller à la cause racine. Je dois donc chercher, par exemple, à voir à quel moment mon opérateur rentre dans le dysfonctionnement. Il peut s'agir d'un jour de la semaine, d'un créneau, d'un mode de prise en charge, d'un type d'intervention. Et donc, il faut être capable de fourrer le dysfonctionnement jusqu'à son origine pour accoucher d'un diagnostic juste et de pouvoir prendre une décision. Donc là, on imagine que je suis cadre et que je veux régler le problème des fins précoces sur le vendredi. Et donc là, soudainement, les erreurs sont beaucoup plus marquées. On le voit sur l'écran. Il y a des chiffres en fait qui sont plus du tout cohérents, des chiffres qui sont passés à 0 alors qu'ils étaient en fait à plusieurs pourcents, en fait, à 5,4 par exemple ici, et ça passe à 4,5. Enfin, il y a des différences qui sont très marquées. Et donc, là, on n'est plus sur des erreurs de chiffres, mais on va être sur des erreurs d'interprétation. Le vendredi, si je prends que le vendredi, j'ai effectivement un problème de fin précoce avec le beurre Bafou. Bafou, en fait, c'est celui qui est en Bordeaux, framboise, quelle couleur on peut dire, enfin voilà, vous avez compris, qui est à 18,5%. Donc Bafou, effectivement, j'ai un problème. Je n'ai pas doute là-dessus. Mais avec les chiffres du logiciel bloc, je suis passé à côté de mon plus gros problème, les fins précoces du docteur Forestier, qui est ici en vert à 40%. Et qu'est-ce qui se passe au bloc opératoire si je règle finalement que la moitié des problèmes le vendredi sur ces spécialités? Parce que si je vais uniquement voir Bafou en disant tu me fais, j'ai 20% quasiment de fin précoce sur toutes tes vacations, fais en sorte de rajouter au programme, peu importe, il faudrait identifier la cause racine, mais que j'oublie d'interpeller en fait Forestier, je vais créer des tensions, je vais créer des frustrations, je vais créer des oppositions, on ne va pas comprendre pourquoi je prends une décision pour l'un et pas pour l'autre, et en fait, on va pas régler le problème parce qu'en fait, on va continuer en macro à regarder, on va penser avoir réglé ces problèmes de fin précoce parce qu'on a fait passer le message à Bafou, puis on va voir le mode après, qu'on a encore des fins précoces. Oui, parce qu'en fait, on a oublié de solliciter le docteur Forestier pour lui dire en fait de trouver une solution concernant ses fins précoces ou pour lui apporter une solution concernant ses fins précoces. Donc là, en fait, on va stigmatiser Bafou, mais pas Forestier. Et ça pose un problème en dialogue de gestion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est si vous présentez un chiffre erroné à quelqu'un une fois, ça passera. Si vous le faites 2 fois, ça va commencer à renchaîner 3 fois, c'est fini. Vous ne ferez plus rien en fait avec qui que ce soit au bloc opératoire. Et c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on propose des diagnostics qui proposent des chiffres, mais ces chiffres en fait ne sont pas révélateurs d'une activité réelle au bloc opératoire. Et en fait, si vous voulez faire changer les attitudes d'un chirurgien, d'un anesthésiste, si vous voulez en fait fédérer les équipes autour d'un projet d'amélioration du bloc opératoire, si vous voulez atteindre vos vrais niveaux sur le plateau technique, il va falloir que vos données soient exactes. Et en fait, vos données fausses, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, elles vous empêchent de pouvoir initier un bon dialogue de gestion et avoir cette gouvernance qui est un petit peu en fait le but de tout le monde.
Vous voulez mettre des rôles et faire en sorte que chacun prenne des décisions, mais en fait, ça fait 20 ans que plus personne ne le fait, parce que ça fait 20 ans qu'on ne voit pas que Forestier, en fait, a des fins précoces. Donc, finalement, il y a tout le monde. Enfin, je vous dis qu'on est en conseil de bloc, on arrive et on s'arrache les cheveux. Donc, continuons. Hop. À force de présenter des chiffres faux, vous n'avez plus le levier pour engager vos collaborateurs dans une démarche d'amélioration de l'organisation. Vous, en conseil de bloc, en fait, vous décidez de plus grand-chose maintenant. Vous espérez, puis vous attendez en fait cette fameuse réallocation des vacations tous les 6 mois ou tous les ans. Mais ça ne change jamais rien. Vous restez sur une insatisfaction générale et le sentiment d'un bloc qui ne tourne pas rond. Donc on entend des équipes qui se plaignent, on fait un audit pour calmer le jeu, et au final, on fait le constat qu'on n'a plus de gouvernance. Mais la gouvernance, ce n'est pas seulement prendre de grandes décisions une fois par an avec une réallocation de vacations, bien au contraire. C'est donner des rôles et des légitimités pour que chacun puisse prendre toutes les petites décisions opérationnelles qui changent vraiment les choses au bloc opératoire. Et donc ça, c'est ma conviction. Je ne sais pas si vous le partagez, mais quoi qu'il en soit, en fait, on peut vous donner tous les principes et les préceptes de gouvernance. Si vous n'avez pas la matière pour pouvoir porter les projets et porter les décisions et mesurer l'impact des décisions qui ont été prises, c'est voué à l'échec. Donc, moi, quand je produis des benchmarks, on en produit plusieurs en fait sur différents ARS, je me rends compte, alors c'est grosse maille quand même, que très généralement, il y a la place de faire rentrer une intervention en plus par jour sur chacune des vacations. Et donc, si on imagine un coût moyen qui sert de ne pas dire grand-chose, mais qui a simplement valeur d'exemple, on va parler de 500 € pour une intervention, ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe, là c'est juste pour l'exemple. On peut estimer que 500 €, c'est une fourchette qui est honnête au bloc opératoire pour une intervention en moyenne. Si vous générez une intervention en plus par vacation et par jour, comme c'est possible, vous générez 1 million d'euros de chiffre d'affaires médical en plus par an. Donc, pour toutes les directions qui cherchent des économies ou des recettes, moi, je leur apporte une solution concrète directement. Voilà, on pleurniche qu'on creuse des déficits, qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas acheter les robots qu'il faudrait, qu'on ne peut pas recruter. Parce que je vous assure en fait qu'en organisant comme il faut son bloc opératoire, en regardant ce qui se passe, en remontant la cause racine, en faisant en sorte qu'on communique comme il faut, on va réussir à blinder son bloc opératoire aux alentours de 85-90% d'occupation des vacations. Et aujourd'hui, c'est un Graal qui est atteint par personne. Donc, en fait, on va chercher à y aller petit à petit. Et donc, à travers nos analyses, on verra où se situe réellement le problème. On va identifier la cause racine. Est-ce que c'est un problème de ST? Est-ce que c'est un problème de planification? Est-ce que c'est un problème de comportement des chirurgiens? Et on va apporter la bonne solution. Mais vraiment, ça, c'est faisable. Et en fait, il suffit d'être un peu bosseur et de s'y mettre. J'avais fait cette étude, donc ça date de 2019-2020. Donc depuis, les choses ont pu évoluer, mais on n'est pas là pour être certain en fait à la virgule près de ce qui s'est passé au bloc opératoire et ce qui se passe désormais. Mais en 2019, il y avait 1320 heures de vacations vides. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque jour, un chirurgien n'a pas prévenu qu'il ne serait pas au bloc opératoire. Il y a 583 heures de démarrage tardif. C'est 2,5 heures de retard au lancement du programme par jour sur le bloc. C'est presque 30 minutes par vacation. Donc en fait, moi, la NAP tolère 5% de démarrage tardif. Moi, je ne les tolère pas. On est à l'heure, tout simplement. Et si en fait, on dit qu'un anesthésiste ne peut pas être présent à 8 heures dans 2 salles, c'est une évidence. Donc, décalons ces débuts d'intervention et faisons en sorte que les interventions qui suivent fassent en sorte qu'il y ait une désynchronisation pour ne pas retrouver l'anesthésiste à chaque fois en fait, à 2 endroits en même temps. Il y a 1584 heures de fin précoce. Ça signifie qu'en principe, mon bloc fermait à 17 heures et que pour l'ensemble de mes salles, finalement, j'ai fini à 16 heures. Alors qu'en parallèle, et là, c'est là où on devient complètement zinzin, on a presque 5 heures de débordement. Donc, sur la base de ces chiffres-là, on peut estimer qu'un établissement perd de 2 à 4 millions d'euros par an du fait de sa désorganisation. C'est de la perte d'activité, il y a moins d'interventions, donc moins de recettes, c'est des heures sup qu'il faut payer, c'est le coût d'un bloc qui est vide, c'est le coût d'un rendement d'une salle qui ne le nécessite pas, etc. etc. Et donc, bien sûr qu'il y a des impacts financiers, mais pas que, il y a des impacts RH. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. Quand je parle des RH, je parle de qualité de vie au travail, je parle de santé mentale, je parle de rétention des équipes paramédicales, je parle du fait d'être attractif sur un plateau technique qui, auparavant, était séduisant. Les gens se battaient presque pour les blocs opératoires. Maintenant, on ne sait plus quoi faire pour les faire venir. Donc, on a un turnover du personnel qui est énorme. Il y a en fait un gros pourcentage des départs des DIBOD et des IAD qui est lié à la désorganisation et au stress. Et le coût d'un départ,
entre le recrutement, les formations, les périodes d'adaptation, c'est 30 000 euros. Donc, oui, je parle encore d'argent, désolé, mais voilà, ces choses ne sont pas anodines, ça coûte. On rencontre de plus en plus de burn-out et de démotivation, parce que les équipes, elles ne vont plus croire au planning qu'on leur propose, elles ne vont plus croire aux indicateurs qu'on leur propose, elles ne vont plus croire aux instances qui sont menées, elles ne vont plus croire en fait à l'arrivée d'un nouveau directeur qui dit je vous ai compris, on va prendre les choses en main. Voilà, moi je vais régulièrement dans les blocs opératoires, les gens sont un peu défaitistes sur la capacité des gens à changer. Et puis, le coût de l'absentéisme est important sur le plan financier, sur le plan moral. Donc, sur le plan financier, oui, ça coûte cher en fait des gens qui ne viennent pas. Mais en fait, c'est aussi sur le moral des autres parce que quand j'ai mon collègue qui est absent, il va falloir que je sois présent sur un jour qui n'était pas prévu ou que je fasse un peu plus de travail, que je dure un peu plus longtemps, enfin, fasse traîner ma journée un peu plus longtemps. C'est une surcharge de travail, une fatigue. Et donc, potentiellement, c'est moi à terme qui serai absent parce qu'en fait, il aura fallu que je supporte donc, les contraintes des autres. Donc, c'est le chaos parce que vous n'avez pas les bonnes données et que vous ne pouvez plus décider objectivement. Si vous mettez en place un premier binôme cadre de bloc, contrôleur de gestion, et vous associez à ça un chef de pôle qui est un peu impliqué, qui a envie de bien faire les choses, vous pouvez déjà créer en fait un premier groupe de travail qui va construire de la donnée. Et cette donnée, on pourra voir ensemble comment est-ce qu'on met en place une stratégie de diffusion de l'information pour qu'elle se cadre dans une gouvernance afin que le chef de pôle, le chef de service, le directeur référent, le DRH, le CAD, le responsable des infirmières, tous ces différentes personnes prennent des décisions qui sont relatives à leur légitimité, à leur fiche de poste, et qu'en fait, chacun s'assume et qu'on n'attende pas un conseil de bloc mensuel ou trimestriel pour qu'il y ait quelqu'un qui tape un peu du poing sur la table et avec un peu d'aura et de charisme dise ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, sans pour autant que les chiffres en fait aient été contestés ou approuvés. Donc en fait, plein de micro-décisions, c'est ce qui marche le mieux. Ça fait 37 minutes que je parle déjà. Là, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de faire un petit tour sur Performance Block. Alors, il y a qui est présent? Parce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, il y a des gens qui connaissent et d'autres qui connaissent moins. Mais je vais vous montrer en fait assez rapidement Performance Block. Hop. Donc, Performance Block, c'est ma solution de BI. Je me connecte, un mot de passe en utilisateur, et c'est parti. Et donc, on arrive sur une page de tableau de bord. Pour commencer, rien de bien sorcier. Donc, la première chose que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment, tout à l'heure, vous me disiez que c'était vous-même qui corrigez les données. Je vais vous montrer en fait comment avec notre plateforme, on corrige les données ou comment ça les corrige pour nous et comment est-ce qu'on ne passe pas à côté en fait de choses très importantes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais importer. Donc, on peut récupérer des sources d'informations qui sont des logiciels de bloc ou des tableaux Excel, enfin peu importe, on récupère un peu tout. Donc là, hop, hôpital Artichaut, c'est pas ça. On va partir sur Hôpital du Sud, le bloc principal, et je vais aller sur mai 2019 pour mon jeu de démonstration. Mai 2019, hop, et donc on va l'appeler webinar février 2025. Donc là, je fais une connexion directe, mais j'aurais pu mettre un tableau Excel. Je crée un jeu de données, et donc là, l'idée, c'est de faire ce travail tous les soirs ou tous les matins. C'est en fait se créer, avoir une petite hygiène à ce sujet, et donc on y passe 2 minutes par jour pour avoir des données propres qui permettront derrière d'avoir un super dialogue de gestion, des super données qui permettront à tout le monde de prendre ses propres décisions. Donc, vous allez corriger généralement sur vos logiciels de bloc ou sur vos tableaux Excel ou sur ce que vous avez, peu importe, des erreurs d'exhaustivité, de chronologie, de chevauchement, de durée. Et donc, nous, notre solution, elle fait ressortir les erreurs. Donc, je peux les corriger sur ma plateforme, mais nous, on vous invite fortement à les corriger directement sur votre logiciel de production. Si c'est du HMBlock, si c'est du EasyList, si c'est en fait du QBlock, de corriger directement sur votre logiciel parce que finalement, les informations que vous avez corrigées, elles vont vous bénéficier, mais pas qu'à vous. Il y a aussi en fait tous les collègues à côté, au PMSI ou d'autres personnes qui pourraient être intéressées d'avoir une donnée propre. Donc là, l'heure de sortie, j'ai mon système qui me permet de corriger l'heure de sortie automatiquement. Là, de la même manière, hop, ça me propose en fait directement le chirurgien qui a réalisé l'intervention. Après, dans la vraie vie, ça se trouve, c'est pas 10h15, peut-être que c'est 10h16. Quand on soit, vous avez la main dessus. Mais en tout cas, on a un système expert qui propose en fait la correction en fait, la plus plausible. On enregistre la modification. Derrière, on a des problèmes de chronologie. Donc là, ce n'est pas très, très lisible. Moi, par habitude, je sais, mais j'ai une heure de fermeture qui est erronée. Parce que j'ai entrée à 10h21, incision à 10h41, fermeture 11h34, sortie 11h16, etc. Et donc, fermeture, là, on est en train de me dire que finalement, la fermeture, elle a lieu dans le couloir. Donc là, c'est faux. Je reprends mon cahier de bloc,
j'appelle l'ACA pour savoir ce qui s'est passé, peu importe, je corrige la fermeture. C'est 10h54, très bien. Puis après, on a un problème de chevauchement. Donc là, un petit peu d'attention. Chevauchement, c'est ce qui apparaît en jaune ici. Si je préfère une vue tableau, j'ai une vue tableau. Moi, je préfère le planning. Je vois que j'ai une intervention qui finit à 16h04 quand une autre commence à 16h. Donc, ça veut dire que pendant 4 minutes, j'ai 2 patients dans la même salle. Donc, en fait, en France, ça n'a pas lieu. Nulle part ailleurs, je pense que ça a lieu. Donc, là, c'est soit un problème de top opératoire. Bah, on s'est pris épée dans le tapis. C'était 16h ici et 16h04, donc 4 minutes de temps interpatient honnête. Ou alors, c'est un travail de régulation. Et finalement, on a dit, bah, la salle 4, elle est disponible. Tu pars faire ton intervention là et tes équipes vont te suivre. Donc, l'erreur, ce n'était pas le top horaire, mais c'était finalement le numéro de salle. Et donc là, on a corrigé. Et maintenant, on va s'occuper des plannings. Les plannings, ça se passe comment? Généralement, vous avez des semaines paires et des semaines impaires. Donc là, bah, vous les appliquez. Et donc là, en fait, on a juste fait la première partie de correction. Donc là, j'ai dû faire une bêtise. Ça n'a pas pu importer tous mes TVO. On va voir ce que ça donne. Oui, ça n'a pas importé le TVO d'ORL. Mais peu importe. Là, en fait, on fait le travail qu'on a regardé tout à l'heure ensemble sur l'association des interventions aux bonnes vacations. Donc, moi, ma machine, elle est à peu près intelligente. Donc, pour le docteur Escand, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, 0% selon votre logiciel de bloc, et on était à 83% de mémoire avec Performance Block. Donc là, bah, ma machine, elle est capable d'interpréter que les interventions de la salle 4 doivent être rattachées au docteur Escand. De la même manière, en ortho, ça rattache toutes les interventions qui sont à droite à gauche. Ta, 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 ta. Et vous vous rappelez l'intervention de chevauchement tout à l'heure? On a dit, bah, file vite Pépère en salle 4, faire ton intervention. Et ben, mon système, il est intelligent. Il se rappelle en fait que c'est le docteur Bay, que c'est la même équipe, et donc il va rattacher cette intervention-là à la vacation d'orthopédie, parce que c'est bel et bien la même équipe qui a réalisé l'intervention. Et donc, bah, tout ça, il le fait pour l'ensemble des choses. Et en fait, je pourrais très bien garder la main dessus et dire que cette intervention, je veux l'associer en fait à autre chose. C'était la question pour l'urgence de tout à l'heure. Voilà. Est-ce que je veux l'associer à l'urgence ou est-ce que je veux l'associer à la vacation d'ORL qui n'apparaît pas là pour l'instant? Et donc, une fois qu'on a fait ça, bah, on a des données qui sont justes. Et en fait, on peut vraiment enfin engager une démarche d'amélioration. Et donc, bah, on va construire avec vous des rapports et des tableaux de bord. Moi, j'ai des rapports de tendance, d'organisation, des organisations. Et en fait, bah, l'idée, c'est de pouvoir, on va aller sur des organisations, par exemple. Des organisations, j'ai présenté le cumul des temps productifs. Donc, après, libre à chacun de faire en fait ce qu'il veut sur son analyse. Alors, par contre, la période, je n'ai peut-être pas pris la bonne période. Ça va me proposer peut-être des chiffres un peu tarte à la crème. Tuc, 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 tuc. Hop, pardon, c'est un peu longuet. Ça va arriver. Non, ça n'arrive pas parce qu'en plus, je suis pas sur la bonne période d'analyse. Donc, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? On va réfléchir tout bêtement. Et je vais aller sur la période 2015 où là, j'ai des chiffres de démonstration qui sont bons. Hop, excusez-moi. Hop, validons. Donc là, ça rafraîchit avec des données, en fait, c'est possible. Donc là, il va aller chercher un peu loin, donc il réfléchit un petit peu. Donc, j'ai des tableaux de bord qui, moi, me parlent. Peut-être que vous, ils ne vous parleront pas, mais l'idée, en fait, que ce soit des tableaux de bord en fait, qui correspondent à vos objectifs, à vos problématiques, à vos façons de voir le fonctionnement du bloc opératoire. Et puis là, bah, je vois qu'en cumul de temps improductif, au global sur mon établissement, sur le mois d'octobre, novembre et décembre, j'ai une répartition des fins précoces, des temps d'interpatient et des démarrages tardifs. Donc, je vois qu'en volume, sur mon établissement, c'est les fins précoces qui me posent une question en termes de volume d'heures. Et en termes de pourcentage, bah, c'est pareil, en fait. Voilà, je suis à 15, 12 et 15%. Donc, la NAP dit qu'on a une tolérance en fait, de fin précoce de 5%. À vous de fixer vos propres cibles. Mais là, effectivement, bah, on déconne plein but. On est 3 fois supérieur en fait, à la norme. Et puis après, bah, on déroule la pelote. Donc là, on va regarder par spécialité. Donc, je vois que par spécialité, là, j'ai classé en volume de TVO, le plus gros TVO à gauche, le moins gros TVO sur la droite. Donc,
bah forcément, l'ortho et viscéral sont mes plus gros créateurs de temps productif en termes de volume d'heures, mais en termes de pourcentage, bah, ce n'est pas forcément eux les plus mauvais. On voit que ORL, ophtalmo et gynéco bah, sont pas bons. Ils sont bien moins bons en fait que viscéral et ortho. Mais sauf que moi, dans mon établissement, bah, en volume d'heures, c'est plutôt viscéral et ortho qui me pose souci. Donc, est-ce que je dois me concentrer sur la gynéco qui a 30% de fin précoce? Bah, je regarde, ça fait 8,31 heures de fin précoce, donc c'est tout petit par rapport en fait à 55 heures en viscéral. Donc, je vais peut-être pas consommer trop d'énergie sur le gynéco tout de suite. Je vais peut-être juste faire passer un message au chef de service en disant Lapin, il y a des soucis, on va regarder ça ensemble. Et par contre, bah, viscéral, oui, je vois qu'il y a un sujet. Donc bah, là, on pourrait continuer en fait à dérouler la plate, mais là, l'idée, bah, je veux prendre des décisions et aller vite, bah, je vais juste en fait produire un rapport. Donc on a dit que c'était viscéral qui me posait problème. Donc je vais éditer un rapport, tout bêtement. Hop. C'était fin précoce, on a dit. Ouais, fin précoce. Et puis là, bah, j'ai un rapport type que j'ai créé. Donc encore une fois, c'est moi qui l'ai créé pour moi. Vous pouvez avoir un truc différent ou le même ou peu importe. Vous pouvez faire quelque chose par vous-même ou faire quelque chose en fait en nous demandant un petit peu de boulot. Et donc là, bah, je vais juste créer un périmètre pour regarder uniquement ce qui m'intéresse. Donc moi, j'ai vu que c'était pas toutes les specs que je voulais voir, c'était uniquement viscéral. Donc là, bah, je vais regarder uniquement, c'est où, paf, viscéral, je valide, je publie. Et donc là, ça va me présenter, je ne sais pas si vous allez voir, vous, vu que je suis en partage d'écran, tarabistouille. On va faire comme ça. Voilà. J'ai un rapport de fin précoce. C'est plus ou moins ce qu'on a vu tout à l'heure en fait sur les exemples. Donc c'est uniquement sur, on voit ici hein, qu'on fait un travail uniquement sur le viscéral pour tous les chirurgiens. Donc au global, sur les 3 derniers mois, j'ai ce volume de fin précoce et ce pourcentage, donc 17% au global de fin précoce. Quand je regarde par opérateur, bah, en fait, je vois que bah, Duval, c'est un petit peu le mauvais élève, puis Sarantou, c'est pas Jojo, mais Sarantou, il doit avoir moins de TVO, donc finalement, ça fait peu d'heures. Mais là, Duval, je suis à 80 heures de fin précoce. Et gardez en tête qu'une heure de bloc vide, c'est 300 euros. Donc 80 heures, ça c'est quand c'est costaud. Puis en fait, on regarde par mois, comment ça s'est passé. Bah ouais, c'est de pire en pire. Donc il s'est passé quelque chose au mois de décembre. Bref, il y a des soucis. Par jour de la semaine, est-ce que c'est tous les jours? Alors tous les jours, je suis pas bon. Mais en fait, le lundi en particulier. Donc on a vu que Duval n'était pas bon et que le lundi, c'est un problème. Et je vous donne dans le mille, bah, effectivement, le lundi, le docteur Duval, utilise a priori que la moitié de ses vacations. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, on a commencé en fait à comprendre un problème. Donc on va aller dans des indicateurs qui s'appellent prévu versus réalisé, par exemple. Hop, bloc principal. Et donc, on a dit que c'était les lundis. Donc là, je vais rester sur la spécialité qui me posait souci. On reste sur viscéral. Et puis, je vais regarder tous les lundis. Alors là, j'ai rien parce que pardon, je suis pas sur la bonne période. Hop, il faut que je retourne. Hop, en décembre 2015. Et donc, on va regarder ce qui se passe avec Duval. Donc Duval, il est là. Donc là, je vois tout le viscéral. Duval, je vois qu'il bosse de 8h, 14h44, il a fini le 28. Le 21, il se passe quoi? Ah, bah, il finit à 11h22. Le 14, il se passe quoi? Hop, rebelote, 14h40. Et donc, là, il a juste une seule intervention. Donc là, en fait, très rapidement, avec cette solution, je vois en fait les problèmes. Donc, d'une part, je suis certain que mes données sont justes et fiables et qu'elles sont exploitables, mais je peux regarder en fait et circonscrire un problème au moment où il a lieu, plutôt que de dire Duval, il a des problèmes de fin précoce. Oui, mais quand et pourquoi? À quel moment? Donc là, en fait, on voit que bah, la plupart du temps, une demi-vacation suffirait. Ce jour-là, c'est même bien plus. Donc, il faut chercher à comprendre pourquoi. Donc, en fait, vous allez produire un rapport à la volée. Donc là, on n'a peut-être pas le temps de le faire parce que c'est à 15h20, mais produire un rapport pour dire, ben voilà, docteur, on se rend compte que systématiquement, le vendredi, vous finissez en fait plus tôt que prévu. Quel est le souci? Est-ce que c'est un problème de planification? Est-ce que c'est un problème de paramétrage du logiciel de bloc qui n'a pas les bonnes mesures des temps d'intervention? Est-ce que c'est un problème de stérilisation? Parce que vous avez besoin en fait de boîtes qui ne sont pas disponibles? Est-ce que c'est un problème? Vous cherchez à comprendre. Donc en fait, j'avais expliqué dans un autre webinaire, vous posez 5 fois la question. Pourquoi est-ce que j'ai des fins précoces? Parce qu'en fait, j'ai pas assez d'intervention. Pourquoi est-ce que j'ai pas assez d'intervention? Parce qu'en fait, et là, vous expliquez, parce que j'ai pas blindé suffisamment mon programme. Pourquoi est-ce que j'ai pas blindé suffisamment mon programme? Parce qu'en fait, j'ai un paramétrage qui m'empêche de mettre plus de 4 interventions par. Enfin, peu importe. Et en fait, vous remontez à la cause racine et donc vous produisez un rapport en disant
fin précoce, systématique, décision à prendre ou décision prise. Et le mois d'après, une fois que cette décision a été prise, vous la mesurez. Hop. Donc, on allait voir en performance block et on a vu que c'était fantastique. Donc, aujourd'hui, vous avez vu que oui, il y a la souffrance au bloc, mais que ce n'est pas seulement un problème de moyens ou de finances. Le pilotage d'un bloc, ça repose sur des indicateurs qui doivent être parfaits si on veut réellement corriger le tir. Et vraiment, je vous assure, c'est ma conviction, mais voilà, quand je vais au bloc opératoire, je me rends compte de l'impact en fait des données fausses. Les logiciels de bloc actuels, les DPI, les outils de gestion, les logiciels de bloc, ne sont pas conçus pour une analyse fine et juste et pour le pilotage, comme on vient de le voir à l'instant, de rentrer dans le détail avec des données qui sont justes. Et donc, Performance Block, ça apporte une vraie solution, ça corrige les biais, ça fournit des données exploitables et actionnables. Donc, si je vous ai convaincu ou au moins mis le doute sur la fiabilité des données, moi, je vous invite à prendre rendez-vous. Je vais vous mettre le lien en fait, dans l'onglet en fait, questions-réponses afin qu'on puisse en parler ensemble et puis voir si ça ne serait pas intéressant de faire un test chez vous avec vos données en les comparant en fait, avec les nôtres pour montrer en fait, quelle est la différence et quel est l'impact qu'il peut y avoir en fait, sur